Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Mon nom est Mathieu Trépanier et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir à nouveau l'historienne Émilie Girard. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es pratiquement une habituée de l'émission. On t'avait reçu déjà dans les saisons précédentes. Avec toi, on avait évoqué plusieurs sujets qui étaient en lien avec notamment tes études doctorales, mais aussi tes différents mandats professionnels réalisés au fil des années qui t'ont fait un peu toucher à tout, une grande variété, une grande et belle variété de sujets historiques. Et je rappelle pour les personnes qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore le bonheur de te connaître, chère Émilie, que tu es historienne et que tu œuvres dans le milieu de l'histoire au Québec depuis plus d'une décennie maintenant. Tu travailles actuellement à l'Usine à Histoire, c'est très intéressant. C'est une OBNL qui offre du service conseil en histoire et en patrimoine. Et tu es également, bien sûr, chargé de cours à l'UQAM. Tu poursuis donc présentement tes études doctorales en histoire et ta thèse portait d'ailleurs, enfin porte toujours, c'est pas terminé Non, cette histoire-là. Non, ce n'est pas terminé. Ta thèse porte sur la commémoration de la Fondation de Montréal entre 1917 et 2017. On t'avait d'ailleurs déjà reçu à l'émission pour en parler. C'était passionnant d'ailleurs et pour ceux et celles que ça intéresse, on peut réécouter l'émission bien sûr principalement sur notre chaîne YouTube. Mais on te reçoit aujourd'hui, Émilie, pour un tout autre sujet. Donc aujourd'hui, à notre histoire en tête, tu présentes le sujet de ta maîtrise, qui est un sujet, alors c'est niché, Oui. mais on est comme ça à notre histoire en tête, on aime les sujets montréalais nichés, et je pense d'ailleurs à ma connaissance que ça n'a encore jamais été abordé dans l'émission, cette thématique-là. Donc on est aujourd'hui dans l'histoire de la Nouvelle-France, et on est en particulier parmi cette classe de la population que forment les domestiques, donc le personnel de maison, mais pas que, tu vas nous l'expliquer, et il s'agit plus précisément encore de la question de la criminalité chez les domestiques à Montréal entre 1693 et 1760, donc jusqu'à la toute fin du régime français. Émilie, ma première question, c'est un sujet qui est loin de ta thèse. Comment t'en es arrivée là, si j'ose dire? En fait, moi, j'ai fait à l'UQAM la maîtrise en histoire appliquée. Donc, une maîtrise professionnelle qui exigeait dans le cursus de réaliser un stage dans une institution culturelle, muséale. Et moi, j'ai fait mon stage au musée du Château-Ramsay, donc qui est juste à côté d'ici, là, des locaux de la Société historique de Montréal. Et j'ai travaillé sur les domestiques et les esclaves de Claude de Ramsay alors qu'il était gouverneur de Montréal. Puis, pendant le stage, j'ai beaucoup fouillé ces personnes-là, leurs histoires de vie, leurs tâches, leur parcours. Puis, je me suis rendu compte qu'il y a quelques domestiques et esclaves de Claude de Ramsay qui ont fait face à la justice au fil des années et que c'était un sujet qui était peu abordé dans l'historiographie. Un angle intéressant. Oui, donc c'était un angle vraiment intéressant. Puis, à la suite du stage, on devait faire un rapport de recherche qui abordait une thématique peu abordée au cours de nos 15 semaines de stage. Donc, je me suis dit que c'était un angle franchement intéressant et j'ai fait des belles découvertes. Et donc, c'est ça, je pense que dans ton rapport, l'intérêt était grand parce qu'il y a un des domestiques en particulier de Ramsay sur lequel tu t'es intéressé. Oui, Pierre Regnault, qui a été accusé de fabriquer de la fausse monnaie de carte. Donc, et c'est ça, juste ici, au Château Ramsay, donc qui est à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que des collègues de Pierre Regnault, on va en parler un petit peu plus loin, sont aussi appelés à témoigner. Donc, on a vraiment une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur la domesticité à travers l'archive judiciaire. Et sur la vie à l'intérieur du Château Ramsay comme résidence officielle aussi, j'imagine. Exactement. C'est vraiment intéressant. Justement, Émilie, ma question, d'abord, commençons par le début. Qui sont les domestiques à Montréal à cette époque? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur tâche exactement? À Montréal, à cette époque-là, donc à l'époque de la Nouvelle-France, les domestiques ont vraiment un rôle significatif à jouer dans la société qui est en plein développement. Donc, on est passé d'une colonie de peuplement à vraiment un bourg qui s'enracine, qui croît. Et donc, à Montréal, on va parler à la fois de domestiques ruraux
et urbain, parce que oui, il y a un petit noyau urbanisé, mais c'est encore de la campagne pour l'essentiel. Les domestiques vont travailler autant pour des laïcs que pour des communautés religieuses. Les tâches vont varier, donc autant entre serviteurs ou servantes de maison et ouvriers agricoles, travailler au champ. Je t'interromps, Émilie, très rapidement. En fait, tu mentionnes la ruralité, l'agriculture, parce qu'on est dans la juridiction royale, en fait, de Montréal. Hein, c'est ça, on n'est pas strictement que dans le petit bourg qui serait aujourd'hui le Non, Vieux-Montréal. c'est ça. À cette époque-là, le système de justice est divisé il y a la prévôté à Québec et il y a les juridictions royales de Montréal et de Trois-Rivières. Donc, c'est des territoires qui sont assez vastes. On pourrait dire quoi, le Montréal métropolitain d'aujourd'hui? Non, ça va même sur les rives sud et nord de l'île. Là. On ratisse très, très large. On est dans la plaine de Montréal, D'accord. la vaste plaine de Montréal. Puis, pour revenir là, à la question de qui sont les domestiques, quelles sont leurs tâches, moi, j'ai une thèse de doctorat qui m'a beaucoup aidée à préparer la mienne, c'est celle d'Arnaud Bessières, qui a étudié la domesticité dans la colonie laurentienne entre 1640 et 1710, donc la période qui précède un peu celle que moi, j'ai étudiée dans mon mémoire. Et Arnaud Bessières, il va définir les domestiques de cette façon-là. Donc, je le cite, « Le domestique est celui qui, au sens strict des mots, s'adapte et subit une situation donnée, qu'il ait ou non une qualification professionnelle. Il est un homme ou une femme à tout faire. » Donc, ça donne vraiment une bonne idée de l'éventail des possibilités dans les tâches qu'on peut confier à un ou une domestique à Montréal. Donc, ce n'est pas une spécialisation particulière, en fait. Il y a certains domestiques, par exemple un secrétaire, un cuisinier, qui vont exiger une formation plus poussée, mais pour devenir femme de chambre, on n'a pas besoin de qualification. Donc, moi, de mon côté, à travers mes recherches, mes lectures, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y a 3 grandes catégories de domestiques à Montréal à cette époque-là, de maison, agricole et de communautés religieuses. Les domestiques de maison, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être essentiellement affectés à des tâches ménagères à l'intérieur, à la cuisine, mais aussi à l'extérieur, à l'entretien des bâtiments. Et on va aussi inclure là-dedans certains jardiniers, des cochers, par exemple. Les domestiques agricoles, eux, vont travailler sur les terres, donc au défrichement, à la mise en valeur pour la culture. Donc, c'est ça, il y a 2 types de domestiques agricoles, ceux qui vont travailler conjointement avec leur employeur et ceux qui vont être affectés ou dédiés à une terre de façon autonome. Donc, ils travaillent pour quelqu'un, mais ils sont autonomes sur la terre. Donc, le propriétaire est absent, on peut dire. Exactement. Le propriétaire est absent. Puis enfin, les domestiques des communautés religieuses ont la particularité d'un peu combiner toutes ces tâches-là. La chose qui les distingue, en fait, c'est qu'ils vont, les domestiques, qu'ils soient masculins ou féminins, parfois aider à l'aide et à la surveillance des malades dans les hôpitaux, donc les hospices hôpitaux de l'époque. Donc, en raison de la diversité des tâches puis de la taille des exploitations, les communautés religieuses sont bien souvent les plus grandes employeurs de domestiques, et ce, bien qu'elles soient moins nombreuses que les laïcs. Donc, en termes numériques, il y a moins de communautés religieuses que d'employeurs laïcs, mais étant donné la taille des couvents, des monastères et tout ça, donc les communautés vont souvent employer beaucoup plus d'effectifs domestiques. Et à Montréal, à cette époque-là, évidemment, compte sur l'immigration, on aurait dit la colonisation à cette époque-là, pour assurer en grande partie encore, bien sûr, sa croissance. Est-ce que les domestiques font partie de ce mouvement-là de population? Au début de la période que j'ai étudiée, il y a encore des domestiques qui vont arriver de France. Oui, on est en 1690 à peu près. 1693, fin du 17e siècle. Ils vont provenir, ces domestiques-là, des mêmes régions que les autres colons. Donc, on pense à la Normandie, la Saintonge ou encore le Poitou. Mais en revanche, au fur et à mesure qu'il y aura un enracinement au Canada, il y aura un accroissement naturel de la population et les domestiques vont être de plus en plus natifs du pays et donc plus de l'immigration. Donc, tu dis qu'ils viennent à peu près des mêmes régions que tous les autres, finalement, colons. Mais de quel milieu ils proviennent? Est-ce que c'est des urbains, c'est des ruraux, les deux? Ils proviennent pour la grande majorité de la campagne, qu'elle soit française ou de la plaine montréalaise.
Donc, comme je disais, là, pour certains postes, comme celui de secrétaire, on va avoir besoin d'une formation particulière, mais la plupart des domestiques sont sans formation et viennent très souvent des milieux ruraux et populaires. J'imagine que le secrétaire doit savoir lire et écrire et compter, c'est ça? Effectivement. D'accord. OK. Ce qui fait en sorte que la domesticité, elle est parfois perçue comme une forme d'assistance sociale, puisque les maîtres emploient des personnes provenant de milieux défavorisés, ce qui va leur permettre à terme de peut-être avoir de meilleures conditions de vie que s'ils étaient restés dans leur milieu. Puis l'essentiel des domestiques est jeunes, célibataires et masculine. On va même parler de domesticité juvénile pendant une bonne partie, oui. là, donc les enfants, une bonne partie de la période. Pour les maîtres, en fait, employer des enfants, c'est un avantage puisqu'ils ne reçoivent généralement pas de gage, donc un salaire, mais bien le gîte et le couvert, en plus de recevoir à la fin de leur période d'engagement des vêtements, parfois un animal comme une vache. Wow. Donc, oui, on part dans la vie. Et ça, on ne parle pas ici en plus des domestiques juvéniles, en fait, qui vont être mis en apprentissage chez des artisans comme un tonnelier ou quelque chose comme ça qui vont parfois avoir à la fin de leur période les outils de leur métier. Question rapide de curiosité personnelle, Émilie. Tu dis que la plupart des domestiques sont des hommes. Il y a quand même quelques domestiques femmes? Oui, il y en a, mais dans la grande majorité, ça sera des domestiques masculins. Il y a juste à penser au travail agricole. Oui, il y a quelques femmes qui vont être, qui vont travailler au champ, mais le défrichement d'une terre. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'un domestique, ça peut être aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui un travailleur agricole. Dans le cas des domestiques agricoles, oui. Ah, c'est intéressant. Oui. Et un peu plus tôt, tu avais mentionné, évidemment, tu as parlé brièvement des maîtres. Qui sont-ils? Donc, outre les communautés religieuses, les maîtres sont des habitants. Donc, justement, pour la domesticité agricole, le maître sera essentiellement un habitant. Les maîtres vont appartenir à pas mal toutes les sphères d'activité de la colonie. Donc, on parle des marchands, d'artisans, de militaires ou encore des officiers gouvernementaux, comme Claude de Ramsay en est un. Dans le cas de ces derniers, là, donc des officiers gouvernementaux, on embauche des domestiques pour le prestige. Malgré le fait qu'un domestique occupe un rôle essentiel dans le fonctionnement de la maisonnée, avoir des domestiques à cette époque, c'est une source de prestige. Alors que dans le cas des marchands, par exemple, le domestique est davantage un rouage important du commerce du maître. Donc, va assurer de la vente, par exemple, de la relation client et tout. Donc, le maître a le devoir d'assurer la subsistance de son domestique, de veiller à ce qu'il ne soit pas oisif, donc lui trouver des tâches, et de le punir si le domestique commet une incartade. De cette façon-là, le maître est un peu perçu comme une sorte de père de famille. Donc, c'est souvent aussi ça qu'on voit dans les traités de domesticité. Le maître doit avoir une attitude paternelle envers ses domestiques. Et ça va avoir comme conséquence que la relation maître-domestique, elle est souvent bien étroite à cette époque-là, puisqu'on travaille côte à côte au champ, ou bien on partage une certaine intimité à l'intérieur de la maison. Donc, c'est vraiment une relation qui est beaucoup plus étroite que ce qu'on peut retrouver plus tard dans l'histoire de Montréal, là, par exemple au 19e ou au tournant du 20e siècle. C'est très intéressant, Émilie. Et tu parlais à l'instant du rôle prestigieux d'avoir un domestique. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la pratique de l'esclavage? Bien, en fait, à cette époque-là, être un domestique ou être un esclave, il y a très peu de différence. Ah oui. Dans le sens où le domestique ou l'esclave doit faire tout ce que le maître lui demande dans les limites de la légalité. Ce qui va les distinguer, c'est que souvent, le domestique va avoir un contrat avec une durée déterminée. Donc, un contrat d'embauche de 2-3 ans, ça peut s'étirer vraiment très longtemps dans le cas des domestiques juvéniles, donc des enfants. Ce qui fait en sorte que ces domestiques-là vont recevoir des gages et vont pouvoir retrouver leur liberté à la fin du contrat d'engagement, chose qui est absolument pas possible chez les esclaves. Et justement, parlant de retrouver sa place, quelle est la place des domestiques dans la société montréalaise à cette époque-là? C'est quoi tu parlais justement de la législation, qu'est-ce qui les encadre à ce moment-là?
Bien que les domestiques occupent des rôles nécessaires donc au bon fonctionnement des différentes maisonnées puis au développement de la ville, si l'on se fie aux différents traités de domesticité et à la législation en place, les domestiques sont vraiment perçus comme un danger social potentiel en permanence, notamment en ce qui concerne la désertion et l'abandon du travail. Donc, on craint vraiment beaucoup le vagabondage, donc l'oisiveté, justement. Si le maître a des devoirs, le domestique aussi. Il doit essentiellement, donc, comme je disais, faire tout ce que son maître lui demande dans les limites de la légalité. Il ne peut pas quitter son emploi quand bon lui semble. Ah oui. Oui, donc c'est ça. L'appareil judiciaire va vraiment craindre l'itinérance, le vagabondage. On veut savoir où les gens vont, à quoi ils sont affectés, tout ça. Et on va tenter de dissuader, d'encadrer les domestiques par une législation qui va tabler sur l'amende comme peine dissuasive. Puis, c'est en 1663 qu'est émis le premier édit concernant les domestiques ici en Nouvelle-France, donc qui indique qu'un autre maître n'a pas le droit de débaucher le domestique d'autrui. Donc, on ne peut pas aller voler un domestique à son voisin. Et le serviteur ne peut pas quitter son emploi sans l'autorisation de son maître, donc sous peine d'amende. Et celle-ci, à l'époque, c'est quoi les amendes? Ça s'élève quand même à 4 livres par jour d'absence, donc c'est quand même conséquent. Malgré tout, l'amende n'a pas l'effet dissuasif escompté. Puis, en 1673, donc 10 ans plus tard, un premier domestique est condamné à une peine physique. À une peine physique, c'est-à-dire? Ouais. Donc, il va être condamné au carcan pendant 2 heures sur la place publique, en plus d'avoir une petite affichette accrochée autour du cou qui indique son crime. Donc, c'est ça. Donc, le carcan, c'est une structure qui empêche de bouger et on est dans une position très peu confortable. Là où on met la tête et les 2 mains, là, c'est ça? Exactement. Donc, en Nouvelle-France, le dernier édit que j'ai trouvé là, dans mes recherches touchant les domestiques date de 1716, donc quand même assez tôt dans la période que j'étudie, et qui reprend essentiellement les mêmes dispositions que celui de 1663. Et entre cette période-là, là, donc de 1663 à 1716, ce sont 7 arrêts sensiblement similaires qui sont promulgués, ce qui démontre quand même une certaine difficulté à faire respecter les lois dans la colonie, si on veut. Tu mentionnais la crainte du vagabondage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui turlupinent les autorités? Vont aussi s'inquiéter de la consommation d'alcool des domestiques. Ivresse sur la voie publique, ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui. Puis ça a du succès, ça? Pas tant, non. Pas vraiment. Donc, c'est pourquoi ces différents édits ou ordonnances qui seront promulguées au fil des années vont aussi tenter d'encadrer la consommation des domestiques, d'alcool des domestiques qui est proscrite. C'est pas une surprise. Question vraiment très historienne, Émilie. La question des sources est toujours évidemment centrale dans la recherche historique. Quel est l'attrait d'utiliser les archives judiciaires pour l'étude de la domesticité? Bien, en fait, c'est que la beauté de ces archives-là, c'est qu'à travers l'extraordinaire, donc ce qui sort du quotidien, de la vie de tous les jours, la justice, elle permet de faire sortir ce qui dérange, ce qui confronte, mais aussi de percevoir ce qui est, au contraire, normalement attendu des individus dans une société, quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Donc ici, les archives judiciaires m'ont permis vraiment d'en apprendre davantage sur la relation entre les maîtres et les domestiques, mais aussi d'en apprendre davantage sur ces individus-là eux-mêmes. Où vont-ils dans la ville? Avec qui vont-ils interagir? Quelle est la nature des conflits? Puis il s'agit là de questions qui trouvent partiellement réponse, en fait, dans les archives judiciaires. Ce qui est aussi intéressant avec ce corpus-là, c'est qu'on peut faire l'expérience de la ville. On décrit des lieux, on entend les dépositions avec les tournures de phrases, le vocabulaire de l'époque. On peut percevoir les interactions entre les individus et le territoire par l'étude de leur déplacement dans la ville. Donc, c'est vraiment la beauté de ces archives-là qui sont malheureusement souvent incomplètes. Donc, on n'a pas toujours un cas de A à Z. On aura une plainte, mais on n'aura jamais la conclusion. Donc, mais c'est la beauté de ces archives. C'est très intéressant ce que tu dis, surtout sur la question de à quel point finalement la société était régulée et normée et s'occupait en fait
du quotidien des gens, hein. C'est-à-dire, on a fait cette idée peut-être un peu romantique de la Nouvelle-France comme une espèce de territoire qui échappait un peu, par rapport à la métropole, j'entends, qui échappait un petit peu à une espèce d'arbitraire difficile, où il y avait supposément plus de liberté. Mais en fait, la vie quotidienne est quand même régulée. C'est ce que ça nous apprend. Absolument. C'est très intéressant. Parlant de régulation, tu parlais tout à l'heure aussi évidemment, de ton aire d'études qui est la juridiction royale de Montréal. Justement, comment fonctionne à cette époque-là le système judiciaire à Montréal? Le domaine judiciaire de la France de l'Ancien Régime va s'appliquer au Canada et donc à Montréal. Il va se diviser en haute, moyenne et basse justice, chacune ayant ses divisions avec des spécificités précises. Par exemple, la haute et la moyenne justice se ressemblent sur plusieurs points. Elles peuvent, entre autres, entendre des causes autant au civil qu'au criminel. La différence réside dans les sentences qu'elles peuvent prononcer. Donc, en effet, la haute justice, elle est la seule habilitée à édicter la peine capitale, donc la peine de mort comme verdict. Quant à la basse justice, elle est surtout civile et va concerner, entre autres, ce qui touche les droits seigneuriaux. Donc, établi par l'édit royal de 1663, le Conseil souverain est le tribunal au Canada qui va chapeauter toutes les autres cours. Il y a quoi sous le Conseil souverain? Sous le Conseil souverain, on va retrouver des tribunaux de première instance dont je parlais tout à l'heure, donc la Prévôté de Québec et les juridictions royales de Montréal et de Trois-Rivières. Ces tribunaux-là vont pouvoir juger des causes autant civiles que criminelles, mais pas entendre d'appel, ce qui est un privilège du Conseil souverain. Puis, il y a les cours seigneuriales qui sont au bas de l'appareil judiciaire. Elles ont une juridiction beaucoup plus restreinte que les tribunaux de première instance. Donc, souvent, ça va être limité à une localité bien précise, beaucoup plus petite. Et avant la création de la prévôté et des juridictions royales, les cours seigneuriales pouvaient entendre des causes de haute, moyenne et basse justice. Mais avec l'avènement des tribunaux de première instance, ces cours seigneuriales-là se retrouvent à juger des causes donc essentiellement issues de la basse justice. Puis, il ne faut pas oublier aussi que parallèlement à tout ça, il y a des tribunaux militaires et ecclésiastiques qui relèvent de l'intendant en Nouvelle-France, là, donc aussi. Ah oui, le système légal de l'Ancien Régime. Hein? Oui, donc tout ce qui relève du judiciaire relève de l'intendant, mais donc on a autant ces tribunaux de première instance-là, les cours seigneuriales, que des cours parallèles, donc militaires et ecclésiastiques. Et à quoi, si on revient vraiment à Montréal, à quoi ressemble la criminalité à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on enfreint comme règle? Bien, ce qui ressort de la recherche scientifique, c'est qu'au Canada, à l'époque de la Nouvelle-France, la criminalité en est surtout une du fait divers. Donc, on a très peu de cas faisant grand scandale ou créant une angoisse vraiment profonde dans la société, comme ce fut le cas dans la métropole française avec Cartouche, par exemple. Oui. Donc, bien entendu, il y a quelques cas comme celui de Marie-Joseph Angélique qui aurait mis le feu à Montréal en 1734, qui ont retenu l'attention publique, mais rien d'aussi marquant que, justement, certains délits ayant défrayé la manchette dans la métropole. On parle à cette époque-là, à Montréal, d'un taux de criminalité de 0,7 personnes par 1000 habitants, là, donc ce qui est très faible comme taux de criminalité. Et en fait, ça démontre notamment que les Canadiens, de façon générale à cette époque-là, tendent à régler leurs différends entre eux et impliquent la justice davantage en cas de dernier recours. J'imagine que dans une société où tout le monde se connaît, c'est aussi plus difficile. Hein? Exactement. Ouais. Puis, ce qui est aussi intéressant avec Montréal, c'est que bien qu'elle ne soit pas la ville la plus peuplée de la colonie, c'est celle où la criminalité elle est la plus active. En effet, à l'époque, Montréal regroupe environ 40 de toute la population de la Nouvelle-France, mais 64 des accusations qui sont portées devant les cours de justice. Déjà, ça commençait. C'est exactement. Et ce n'est pas vraiment étonnant dans la mesure où, quand on pense à Montréal, on le sait, Montréal, c'est une plaque tournante. Elle sert de porte d'entrée vers les pays d'en haut pour les gens qui vont se diriger vers Trois-Rivières, Québec ou encore les colonies britanniques puis américaines. La volatilité puis l'état transitoire d'une partie de la population qui séjourne à Montréal
font que les possibilités et les opportunités de commettre des méfaits et des délits sont beaucoup plus grands. Oui, c'est vraiment la ville de la frontière, là, Montréal, à Oui, cette époque-là. exactement. Ouais, ouais. Écoute, Émilie, on arrive à la moitié, à la fin de la première moitié de l'émission, donc je propose qu'on prenne une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'émission. En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez? Étaient très exploités par les riches fermiers. Les mandrins et leurs mères étaient dans la misère et devaient braconner afin de mieux, vous m'entendez? Et devaient braconner afin de mieux manger. En Dauphiné le sel enrichit la gamelle, la sueur des paysans engraisse 10 000, vous m'entendez? La sueur des paysans engraisse 10 000 gapions. Mandrin et capitaine en montagne et en plaine, il s'en va marquandant faisant la guerre, vous m'entendez? Il s'en va marquandant dans sa guerre aux gapions. Passant fleuve et montagne, Mandrin fit 5 campagnes par des chemins perdus qu'il n'avait jamais, vous m'entendez? Par des chemins perdus qu'il n'avait jamais vus. À gueunant plein de rage, il a fait un carnage, des chasseurs de fichères en déplorant, vous m'entendez? Tous les morts de fichères et sa victoire amère. Bien qu'il fût pris au corps, on le craignait encore, et ses bourreaux tremblaient quand il les vous m'entendez? Et ses bourreaux tremblaient quand il les regardait. Sur les routes de France, de Grenoble à Valence, les pauvres gens pleuraient en le voyant, vous m'entendez? Les pauvres gens pleuraient en le voyant passer. Et c'est ainsi qu'on entre vivant dans la légende, pour être brigandier sans avoir rien, vous m'entendez? Pour être brigandier sans avoir rien volé. Regardez-le partir, compagnon d'avenir, ce brave Louis Mandrin qui ne voulait, vous m'entendez? Ce brave Louis Mandrin qui ne voulait que votre bien. Petits enfants de France, songez à ses souffrances. Il est en paradis, Mandrin qui fut, vous m'entendez? Il est en paradis, Mandrin qui fut banni. On est de retour pour la deuxième partie de cette émission de Notre Histoire en tête, en compagnie bien sûr de l'historienne Émilie Girard, et on enregistre depuis les locaux de la Société historique de Montréal, place Jacques-Cartier. Alors on a beau chercher, on a été malheureusement incapable de trouver une chanson, disons, neufrancienne qui évoquerait la criminalité ou même les domestiques. Elle n'a rien de surprenant. Vu le côté très niché du sujet d'aujourd'hui. Ceci étant dit, on vient d'entendre la pièce intitulée La complainte de Mandrin, qui a été composée vers 1733, donc on est à peu près dans ta période, Émilie, et qui était interprétée ici par Monique Morelli en 1971 à l'occasion d'un téléfilm. Mandrin, bien sûr, était un brigand, un criminel de grand chemin français dans l'Ancien Régime. Mais de retour à toi, Émilie, avant la pause, on évoquait le portrait de la criminalité à Montréal, mais plus spécifiquement, j'aimerais savoir de quel genre de crimes les domestiques montréalais sont accusés. Les crimes varient. Règlement de dette, parle de vol et ou
de recel, de voies de fait, de violences verbales, de demandes de reconnaissance de paternité, donc grossesse illégitime, de crimes contre les mœurs, contre la personne ou encore des crimes de lèse-majesté. C'est d'ailleurs de cela qui est accusé Pierre Regnault, le domestique de Claude de Ramsay, qui a fabriqué de la fausse monnaie de carte. C'est de la lèse-majesté de faire de la fausse mauvaise Oui, carte? c'est un crime de lèse-majesté, mais ce sont les crimes contre la personne qui sont les plus fréquents. Pendant mes recherches de maîtrise, j'ai trouvé 12 cas de justice civile et 34 cas de justice criminelle qui vont impliquer des domestiques à Montréal entre 1693 et 1760. Considérant, là, comme je disais, que les archives judiciaires sont souvent partielles, il y a fort à parier que le nombre réel de domestiques ayant été accusés ou ayant été poursuivis en justice est plus élevé que ça. Puis, sur les 46 cas que j'ai recensés, un peu plus de 40 ne mentionnent pas du tout le maître et se concentrent vraiment uniquement sur le domestique. Ah oui. Donc, c'est donc dire que 60 des cas que j'ai étudiés touchent à la fois le maître et le domestique dans des combinaisons variées. Oui, comme lesquelles, par exemple? Donc, il y aura l'opposition entre le maître et son domestique. Donc, souvent, ça sera une poursuite par l'un ou par l'autre, souvent pour des cas de gage de salaire non réglé. Le maître poursuit au nom du domestique ou bien le maître et le domestique peuvent être poursuivis ensemble aussi. Donc, il y a vraiment différentes combinaisons possibles. Et qu'est-ce qui ressort le plus souvent de ce genre de cas? Ce sont vraiment les crimes contre la personne par le truchement des voies de fait et des violences verbales qui sont les plus fréquents chez les domestiques masculins dans le corpus que j'ai étudié, alors que chez les femmes, ce sont davantage les crimes contre les biens, donc le vol, le recel qui vont dominer. Puis la plus grande crainte des maîtres qui poursuivent donc davantage aux criminels qu'aux civils, c'est le vol. Les archives tendent à leur donner raison. En effet, la plupart des maîtres qui vont poursuivre un domestique en justice le fait pour vol. C'est le cas, par exemple, de Pierre Barre en 1720, qui est poursuivi par les frères Charon pour un vol d'argenterie. Quant aux domestiques qui vont poursuivre leur maître, c'est le plus souvent au civil pour réclamer des gages impayés. Un bon exemple de cela est la poursuite au civil d'un maître par sa domestique et celui de Catherine Pagny qui poursuit Joseph Benoît. Elle lui réclame des gages en souffrance de plus de 16 livres. Finalement, le maître est condamné à payer la somme due ainsi qu'un dépas, donc une sorte de dommage à intérêt de 50 sols. Puis, dans le fond, dans tous les cas, les crimes sont jugés selon l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye de 1770 qui vient centraliser la justice autant dans la métropole que dans les colonies, et ce, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement adoptée au Canada, cette ordonnance-là. Mais l'ordonnance accorde également une grande place à l'écrit dans l'appareil judiciaire, ce qui fait qu'on a eu de belles archives judiciaires en Nouvelle-France à cause de cela. Un peu plus tôt, Émilie, tu nous as parlé de cas où il y a une demande, je trouve ça intéressant, de reconnaissance en paternité. Est-ce que tu as trouvé ce genre de cas-là à Montréal? Quand même quelques-uns. Ouais. Il y a celui de Marie Hébert qui, en 1712, poursuit au criminel son employeur, le sieur Hertel de Rouville, pour abus de son autorité et reconnaissance de paternité. Le dossier judiciaire est incomplet, donc on ne sait pas comment cette histoire-là se termine. La même année, le père de Barbe Chevalier accuse en justice le marchand Lestage, qui lui se spécialise dans le commerce de la fourrure, puisque Barbe est tombée enceinte à la suite d'une relation sexuelle avec ce marchand. Oui, je rappelle que Barbe était un prénom féminin, pour que tout le monde suive bien. Oui, exactement. Et lorsque le maître de cette dernière, donc le maître de Barbe Chevalier, un dénommé Blainville, découvre la grossesse, il congédie sa domestique. Comme elle est mineure, c'est la raison pour laquelle c'est son père qui poursuit le marchand afin d'assurer une pension de 200 livres à sa fille. Quand même. Oui. Oui. Puis dans la même veine, on a un maître qui va intenter une poursuite au nom de sa domestique. En effet, en 1742, on a Clément de Sabrevois de Bleury qui poursuit Antoine Ménard car sa servante, Charlotte Rondeau, s'est trouvée enceinte d'un esclave dudit Ménard. Il demande donc au défendeur d'assumer les frais de couche, de nourrice et d'entretien. Puis finalement, le tribunal va condamner Ménard à payer une nourrice, 15 livres par mois pour les 3 premiers mois de la vie de l'enfant,
10 livres par mois pour les 15 mois suivants et un surplus de 7 livres par mois le temps que l'enfant sera en nourrice et un dédommagement en plus là, de 200 livres pour les frais et dépenses du procès. Donc, on parle d'une cagnotte quand même substantielle. OK. Et qu'en est-il on a évoqué aussi parmi les autres crimes fréquents la question des voies de fait et des vols, évidemment. Qu'en est-il de ça? Un exemple de voie de fait que j'ai croisé là, dans mes recherches, c'est celui des domestiques Bourdon et l'Espagnol qui, en 1701, sont entrés par infraction chez Victor Couvert et l'ont agressé alors qu'ils étaient en état d'ébriété. Donc, on craignait la consommation d'alcool des domestiques. Ici, les archives donnent raison. Quant au vol, l'exemple de Charlotte Duménil dit la musique qui, en 1753, se serait déplacée de résidence en demandant l'aumône. Donc, elle est veuve à l'époque, cette dame-là. Et en aurait profité lors de ces différents déplacements pour commettre des vols en série. Ah, c'est malin. Ouais, selon la plainte déposée, elle avait avoué un seul vol, celui chez René Gatien, où elle a volé des vêtements, là, entre autres choses. Elle aussi, elle blâme l'alcool pour son crime. Et le juge de la juridiction royale de Montréal la condamne à être quand même battue, fustigée, marquée de la fleur de lis et bannie de Montréal pour les 30 prochaines années. Ah oui, c'est sévère quand même. Oui, donc la cause, elle est portée en appel et lors de son transfert vers Québec, parce qu'on se rappelle qu'il n'y a que le Conseil souverain qui peut entendre les appels, Duménil dit la musique, elle prend la poudre d'escampette. Elle se sauve, elle s'évade tout simplement. Et elle sera finalement condamnée par contumace. Les condamnations les plus sévères, c'est quoi? Les procès avec les condamnations les plus sévères sont souvent portés en appel devant le Conseil souverain à Québec. C'est le cas, par exemple, en 1757 de Charlotte Duval-Divinaigre, qui est accusée d'entrer par effraction chez le menuisier René Philippot de vol, de tentative de recel avec un complice, donc qui s'appelle Pierre-Joseph Aubeuf-Dilatreille, qui est un soldat et un ancien charretier de l'hôpital général des Sœurs-Grises de Montréal. Et Aubeuf-Dilatreille est condamné à mort par pendaison et Duval, elle est condamnée à regarder la scène. Donc, regarder la pendaison. Finalement, le Conseil souverain va commuer la sentence et Duval sera blâmé en chambre criminelle et Aubeuf-Dilatreille à être, lui, tout comme Duménil dit la musique, à être battu, fustigé, marqué de la fleur de lis. Et lui, en plus, va être condamné aux galères pendant 5 ans. Condamné aux galères pour 5 ans. Marqué de la fleur de lis, j'imagine, c'est au fer, c'est ça? Ah oui, marqué au fer, carrément. Est-ce que, quand on préparait l'émission, tu m'en as parlé, je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler davantage du cas de Pierre Regnault? Donc, on se rappelle que Pierre Regnault était un domestique de Claude de Ramsay alors qu'il était gouverneur. Il faisait de la fausse monnaie, là. Oui, c'est ça. Donc, la plainte qui est déposée au criminel, selon cette plainte-là, Regnault aurait fabriqué de fausses monnaies de cartes, de fausses cartes ayant une valeur de 4 ou 16 livres pièce. Et il aurait perpétré son crime dans la maison du gouverneur, donc dans le château Ramsay, ici à côté. Je fais une petite parenthèse, Émilie, juste pour clarifier les gens qui nous écoutent, qui ne sauraient peut-être pas, de la monnaie de carte, c'est en l'absence d'espèces monétaires. Je ne sais plus quel gouverneur avait décidé que les cartes à jouer seraient de la monnaie. Oui, c'est comme une espèce de billet au porteur. Un peu avant la lettre. Hein. Exactement. Ouais. Mais je t'en prie, continue. Et donc, la fabrication de fausses monnaies de cartes constitue un crime contre le roi. Donc, lèse-majesté humaine. C'est le roi qui bat monnaie. Exactement. Pendant le procès, 3 collègues de Regnault vont être questionnés. Donc, le cuisinier, Louis Prévost, la femme de chambre, Marie Boutelier, et un autre domestique, Jean Lacoste. Puis, Regnault va avouer son crime, puis il est condamné au carcan pour une période de 3 ans sur la place publique, un jour de marché, avec une pancarte, lui aussi, autour du cou qui explique son crime et une amende de 200 livres quand même. Donc, on est sur la place Royale, l'actuelle place Royale à Montréal. On achète ses légumes et sa viande et il y a Pierre Regnault qui est là et qui m'a rentré mal en point, si je comprends. On fait un exemple public avec lui. Okay. Et le fait qu'une partie de la peine donc, se déroule en public témoigne du souhait de la justice vraiment de faire un exemple pour la population. La justice, elle sert aussi à ça lorsqu'elle condamne, de faire un exemple. Puis, néanmoins, selon l'ordonnance de 1770, donc l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, ce crime devrait en théorie être
puni de la peine capitale. Donc, on ne sait pas pourquoi le juge a été clément ici, malgré que 200 livres, c'est une somme conséquente. Mais dans la foulée de la condamnation de Regnault, il y a aussi Jean Lacoste qui sera condamné pour ne pas avoir dénoncé son collègue de travail alors qu'il avait connaissance des activités illicites de ce dernier. C'est très intéressant la question de la justice et comment elle est administrée, la dimension punitive à cette époque-là, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure, il y a une chose qui est absente justement des condamnations, c'est l'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on n'emprisonne pas réellement à cette époque-là. On emprisonne en attendant un procès ou on emprisonne en attendant... Cuver son vin. Oui, c'est ça, mais l'emprisonnement comme condamnation, comme peine ça punitive, c'est plus tard, hein, c'est ça. Tu as mentionné, Émilie, donc justement, parlons des condamnations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on sait d'autre là-dessus? Bien, comme je te disais, les archives judiciaires n'étant pas complètes, on ne connaît pas systématiquement les sentences qui sont prononcées contre les domestiques qui sont mis en accusation. Toutefois, ce qu'on constate, c'est que lorsque les peines sont connues, elles sont souvent beaucoup plus légères que ce que la législation métropolitaine prescrit. Un cas qui va ressortir du lot, entre autres, là, outre celui de Pierre Regnault, c'est celui de Françoise Laurent, dit Saint-Laurent, qui est accusée de vol d'argent et de perruque en 1750. Puis, vol de perruque. Oui, vol de perruque. Pour son vol, on la condamne à être pendue et la cause, elle est portée devant le Conseil souverain à Québec et le Conseil va lui donner une alternative. Donc, elle peut avoir la vie sauve si elle épouse le bourreau, ce qu'elle va accepter de faire. Donc, elle marie le bourreau et elle a la vie sauve au lieu d'être pendue. Donc, on a vraiment une justice qui est beaucoup plus clémente, si on veut, du moins à Montréal. Est-ce que, je sais qu'on est dans les hypothèses et que les historiens ne sont pas trop censés faire ça, mais est-ce qu'on a une idée du pourquoi de cette clémence particulière à la colonie versus la métropole? Pas tant, non. Pas tant, non, d'accord, très bien. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si quelqu'un a la réponse, vous mettrez ça en commentaire. Émilie, à travers tes recherches, qu'est-ce que les dossiers judiciaires, plus généralement, t'ont appris sur les domestiques? Bien, comme je le disais tout à l'heure, les archives judiciaires permettent vraiment d'appréhender la ville à travers les témoignages, les dépositions. C'est ainsi qu'on en apprend davantage sur les lieux de la domesticité montréalaise. Les domestiques sont bien entendu présents dans la maison du maître ou au champ, mais on les retrouve régulièrement dans l'espace public où ils vont circuler librement. On les retrouve dans des maisons de particuliers où ils vont commettre des crimes, comme c'est le cas de Bourdon et l'Espagnol ou de Charlotte Duménil, par exemple. On va aussi les retrouver dans les commerces ou encore aux limites de la ville, comme c'est le cas du jeune Antoine Tessier, dit Lavigne, qui, en 1712, il est agressé à la Guérite du Diable, donc ça réfère à l'île au Diable, près des rapides de la Chine, l'un des points d'accès de la ville. Si la plupart du temps, ils sont dans l'espace public pour leur maître ou dans leur temps libre, ils sont aussi parfois en fuite, les domestiques. Ah oui, hein? Donc, on se rappelle que la désertion et le vagabondage sont l'une des plus grandes craintes de la législation et de l'appareil judiciaire. Et à Montréal, un bel exemple de cela est celui de Charles Hervé, dit Saint-Jean, condamné à l'immigration au Canada après avoir été reconnu coupable en France d'être un faux-saunier. Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qu'un faux-saunier? Un faux-saunier, c'est les gens qui récoltent le sel illégalement. Ah, d'accord. Donc, peut-être une commodité de marché chère. Effectivement. Tout à fait. Et à Montréal, il est jardinier, Charles Hervé dit Saint-Jean, et il est capturé en 1743 alors qu'on le croit en route vers la Nouvelle-Angleterre, ce qui contrevient à ces conditions d'immigration qui le confinent à la Nouvelle-France. Donc, pas spécifiquement à la région montréalaise, mais à la Nouvelle-France en général. Puis, l'espace public sert aussi de lieu pour certains crimes. C'est le cas, par exemple, de la cause pour voie de fait entre Marie-Joseph Lafayette et Marie-Roque Toin. Cette dernière est la servante du sieur Thibierge et elle est accusée d'avoir agressé ladite Lafayette et d'avoir traîné les hardes de cette femme dans la boue et d'avoir déchiré sa coiffe en 1722. Donc, on entend
le bruit Oui, de oui. la bagarre dans la rue. Est-ce qu'on connaît la raison de leur rixe? On ne connaît pas les raisons de l'agression ou comment l'affaire se conclut, mais elle permet vraiment de constater que les domestiques, cet exemple-là et tous les autres, sont relativement libres dans leurs actions et dans leurs allées et venues. Ce qu'on constate aussi, c'est que les domestiques ne vivent pas en vase clos. Donc, sur leur lieu d'emploi, ils sont en constante interaction avec des individus extérieurs à la maison. Oui, ils ne sont pas enchaînés à leur employeur à ce point-là. Là. Mais ils ont la liberté de circuler et d'interagir avec autrui. Ils ne sont pas condamnés à la cuisine ou aux étages d'une maison, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de la nature des crimes qui impliquent des domestiques qui soient accusés ou victimes, selon toi? Les archives judiciaires nous en apprennent beaucoup sur la relation que les domestiques entretiennent avec les gens. Si les crimes qui les opposent à leur maître relèvent essentiellement des gages du salaire, ceux qui opposent les domestiques à une autre personne que son employeur sont beaucoup plus variés. Ce que j'ai retiré de mon analyse, c'est que les questions de la propriété et de l'honneur sont primordiales dans la société canadienne de l'époque. Je retiens également que les domestiques féminines sont à risque sexuellement, non seulement chez le maître, mais également à l'extérieur de la maisonnée. Si l'on compare les délits de cette catégorie avec ceux mettant en relation le maître et son employé, on se rend compte que les crimes les plus importants sont les mêmes aux criminels. Donc, voie de fait, grossesse illégitime, reconnaissance de paternité, vol, mais que la différence se situe beaucoup plus au niveau de la justice civile, particulièrement lorsqu'il est question des gages. Puis ce que j'ai aussi constaté, c'est que la relation maître-domestique n'est pas la relation idéale présentée dans les manuels de pédagogie domestique ou les traités de domesticité. Elle est beaucoup plus complexe et nuancée que ce qu'on va retrouver dans ces documents-là. Et en d'autres termes, il y avait donc des manuels de pédagogie domestique. Oui, il y avait des traités qui expliquaient en long, en large la hiérarchie des domestiques, combien on pouvait les payer, ce qui était attendu de chacun, les droits, devoirs, autant des domestiques que du maître. Donc, vraiment, un manuel de la bonne maisonnée. On arrive, Émilie, vers la fin de l'émission. En conclusion, qu'est-ce que tu retiens de cette étude sur la criminalité domestique à Montréal? Bien, ce que je retiens d'abord, c'est que la criminalité domestique, elle est à l'image de celle de la société de façon plus générale. Donc, majoritairement masculine, relativement jeune, peu alphabétisée, issue d'un milieu modeste et centré sur les crimes contre la personne, les biens et les mœurs. Il s'agit avant tout d'une criminalité du quotidien, donc près des gens, de leur vie de tous les jours. On est loin d'une criminalité rampante, d'un fléau social. Oui, il n'y a rien d'organisé là-dedans. Hein? Non, c'est ça. Puis ce que je conclus également, c'est que la criminalité domestique ne correspond pas nécessairement à celle qu'on veut prévenir avec la législation. En effet, les édits, les lois, ordonnances qui sont promulguées au cours du régime français touchent surtout la question des congés et de l'absence non autorisée des serviteurs et de la consommation d'alcool de ces derniers. Toutefois, les délits que j'ai pu recenser pendant ma maîtrise ne rejoignent que très rarement ces inquiétudes, même si parfois, là, on l'a vu, la question de la consommation d'alcool revient, mais c'est pas... La personne, elle n'est pas accusée pour ivresse, elle est accusée pour autre chose. Okay. Puis de plus, les mêmes valeurs ressortent des deux criminalités, donc l'honneur et la propriété privée en tête de liste. Quelques domestiques se sont démarqués du lot, là, bien malgré eux, comme Pierre Regnault, accusé de faux monnayage. Mais dans l'ensemble, les domestiques, qu'ils soient accusés ou victimes, forment un tout, somme toute, cohésif. Puis malgré la petitesse de mon corpus, là, une quarantaine quand même de documents, de dossiers, si on veut, je suis tout de même en mesure de constater que la criminalité des domestiques du gouvernement de Montréal ressemble donc essentiellement là, à celle de l'ensemble de la population canadienne à cette époque-là. Sauf en plus grand volume pour la petite taille de Montréal à cette époque-là. C'est quand même frappant. C'est drôle quand même. Hein? Émilie, c'est maintenant, hélas, la fin de l'émission. Merci infiniment, encore une fois,
d'avoir été des nôtres pour raconter un autre aspect fascinant de l'histoire montréalaise. C'était vraiment intéressant et je suis certain, Émilie, qu'on aura d'autres occasions de te revoir à l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci au toujours excellent Antonin Wyss à la prise de son et au montage de nos émissions. Vous pourrez retrouver Notre Histoire en tête la semaine prochaine à l'antenne de Radio-VM et bien sûr sur la chaîne YouTube de la Société historique de Montréal. D'ici là, portez-vous bien.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.